Et salut tout le monde, bienvenue dans ce bilan de mi-saison. Et oui, nous sommes à la fin de la phase aller de cette saison 2020-2021 pour le FC Metz, saison de Ligue 1. Et donc il faut un peu faire un petit bilan parce que nous venons de terminer le 19e match de la saison. Alors un peu particulier parce que habituellement le 19e match de la saison a lieu à la fin du mois de décembre. Justement un peu avec cette trêve notamment de fête de fin d'année pour marquer un peu la transition entre la phase aller et la phase retour. Mais là, il y a eu deux matchs notamment qui se sont déroulés après les fêtes de fin d'année, à savoir le match contre Bordeaux et le match contre Nice. Et donc, on a attendu ces deux matchs-là pour pouvoir faire un bilan de cette phase aller pour le FC Metz. Pour en parler, j'ai avec moi Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonsoir, monsieur Socket. Écoute, tout va bien. Content d'être là pour ce bilan qu'on attendait tant. Et oui, il y a un bilan que l'on attendait tant, avec des petites surprises quand même dans la composition de ce bilan, de cette premier bilan de la saison. Et effectivement, on va un peu parler de tout ça. Alors, les différentes parties, déjà pour commencer, vous pourrez les retrouver bien sûr dans la description de la vidéo, parce qu'on va découper ce bilan en plusieurs parties. Notamment, voilà l'idée de faire un point de vue général sur les performances du club en termes notamment de victoire, de défaite. Bien sûr, on va en parler. On fera aussi un point par rapport à certaines performances individuelles. Ça va être aussi important d'évoquer ce sujet-là. On pourra faire un peu ce bilan de la sorte. Donc encore une fois, la description pour toutes les parties de cette vidéo. Bien sûr, les commentaires, utilisez-les si vous voulez un peu donner votre avis sur ce premier bilan de la saison. Dernière petite chose, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. On vient à ce que on me dit dans l'oreillette qu'on vient de dépasser les 700 abonnés. Donc un grand merci à ceux qui se sont abonnés ces derniers jours et ceux qui se sont même abonnés bien avant, justement, voilà, pour le développement de cette petite chaîne sympathique. On commence, sans plus attendre, par parler classement Grenat Forever. Parce que ça, c'est un peu le début, je dirais, de notre analyse de ce bilan de la phase aller. Le FC Metz est à l'heure actuelle à la 12e place du championnat. Alors il y a quelques matchs qui n'ont pas été joués. Alors si je ne me trompe pas, Marseille a notamment 2 matchs en moins. Donc peut-être que ça peut, on ne sait jamais, faire bouger quelques places, notamment parce que Nice, qui est derrière nous à la 13e place, et a un match en moins. Mais en tout cas, Metz à l'heure actuelle est 12e avec un total de 25 points. Donc un total plus que correct, on va en parler bien sûr juste après. Et avec un bilan donc notamment de victoires nulles, défaites de 6 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Et au niveau des buts marqués, buts encaissés, on a 20 buts marqués et on est à 18 buts encaissés. Donc différence de plus 2 qui d'ailleurs est assez inhabituelle dans cette partie du classement parce que quand vous regardez notamment les équipes juste au-dessus mais aussi en dessous, Metz c'est la seule équipe en différence positive. Et pour trouver une équipe qui justement est en différence positive, il faut aller jusqu'à la 6e place. C'est-à-dire qu'avant, toutes les équipes en dessous de la 6e place ont une différence de but négative, donc c'était un point à signaler, mais on va bien sûr y revenir juste après. Quand tu vois ce classement Grenat Forever, c'est quoi je dirais, la première impression que t'inspire une telle position occupée par le FC Metz? Je vais dire, c'est la continuité de notre année 2020. On avait des ambitions mesurées, mais une ambition d'un maintien entre guillemets tranquille, sans serrer les fesses. Je considère qu'une 12e place, pour moi, entre la 10e et la 14e place, j'appelle ce range-là, j'appelle ça un maintien tranquille, sans serrer les fesses. Donc on est dans les objectifs du club annoncés et niveau comptable, on est largement là où le club veut qu'on soit. Oui, parce que tu dis très bien par rapport à la situation de ce train d'équipe entre la 10e et la 14e place. Faut rappeler quand même que Metz à l'heure actuelle a 11 points d'avance sur le premier barragiste. Enfin, pas le premier barragiste, mais le seul barragiste, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Et que par rapport au 19e et 20e, le FC Metz a quelque chose comme 13 points d'avance. Ouais, 13 points d'avance, donc un matelas assez important à mi-saison. Et donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on est dans la continuité effectivement de ce que l'on voit depuis, je dirais, depuis le début de l'année 2020,
notamment. Même si, on va y venir après, mais ça a été un peu, tu sais, il y a eu quand même eu pas mal, on va dire, d'obstacles sur la route pour poursuivre cette continuité, quand tu sais, notamment avec le nombre de blessés qu'il y a eu à la fois durant le début de saison, mais aussi avant même le début de la saison, tu sais, avec notamment Kevin Endoram qui s'est blessé en préparation juste avant d'ailleurs la reprise du groupe professionnel pour la préparation d'avant-saison. Donc c'est un peu, tu vois, effectivement, tu dis une continuité qui est un peu surprenante quand même, parce qu'on ne s'attendait pas à voir du côté de Metz une continuité, tu vois, en termes de potentiels résultats. Le style de jeu, c'est pas vraiment la même chose, hein, mais en termes de résultats, on est quand même pour l'instant du bon côté. Juste dire une chose par rapport au classement Grona Forever, c'est que tu as certainement déjà donné ta prédiction, tu sais, en avant-saison, tout comme moi. Est-ce que tu imaginais, toi, que cette idée de se sentir en sécurité, alors qu'en fait on ne l'est pas encore, hein, soit quand même présent déjà depuis tu sais, quelques semaines? C'est-à-dire que, et c'est un peu inhabituel quand même, parce que depuis quelques semaines, on se sent un peu plus en sécurité quand on voit le matelas par rapport au 18e, 19e, 20e, alors qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire, mais c'est un peu inhabituel au FC Metz de se sentir cette sécurité-là en fait. Très inhabituel. Je me souviens plus du pronostic que j'avais donné en nombre de points, mais je pense que j'avais pas dit qu'on aurait autant de points à la trêve. Je pense que je voulais juste qu'on fasse déjà mieux que. Pour moi, c'était sûr qu'on allait faire mieux que la première partie de saison l'année dernière si on restait dans la continuité de ce qu'on avait montré sur les 3 mois, 2 mois et demi de compétition en 2020. Ce qui nous a donné totalement raison, vu qu'on a quand même 8 points de plus qu'à la même période l'année dernière. Et ce qui change, c'est que défensivement, on est vraiment toujours aussi solide, et c'est ce qui peut certainement nous permettre d'être à ce niveau-là au jour d'aujourd'hui. Ouais, alors on va y venir après sur notamment la performance défensive et offensive du FC Metz, mais bon, c'est vrai que tu as raison, hein, voilà, effectivement, on est quand même sur un step-up par rapport à la même période de l'année, l'année dernière, la saison dernière, et donc effectivement c'est quelque chose qui fait plutôt plaisir. Tu parlais comment dire, des projections, enfin en tout cas des prévisions, c'est vrai qu'on avait fait une vidéo, je sais pas si tu t'en souviens, Grona Forever en début de saison. Absolument, mais je ne me souviens plus. Ouais, c'est pas, enfin, pas en début de saison, mais c'était juste avant le début de la saison où on avait fait le calendrier, l'analyse du calendrier du FC Metz, où on avait pu identifier, tu sais, certains moments clés en se disant, voilà, ça va être un moment important, ça va être un moment compliqué. Et j'aimerais qu'on a Forever qu'on aille dessus, parce que c'est intéressant de voir effectivement les résultats du FC Metz durant cette phase allée, avec notamment une chose qu'on avait remarqué, c'est que on avait vu notamment, tu sais, les 5 premiers adversaires de la saison qui étaient apparus quand il y a eu la révélation du calendrier, qui étaient comme par hasard quand même des adversaires qui étaient très compliqués sur le papier, parce que quand on voit que l'on va affronter, alors initialement on devait affronter le Paris Saint-Germain en première journée, mais à cause de la belle performance du PSG en Ligue des Champions, Metz a pu jouer le Paris Saint-Germain qu'au bout de l'équivalent de sa 3e journée en fait, si l'on veut. Oui. Et donc effectivement, on voyait un calendrier de début de saison avec Paris, Monaco, Lille, Reims, Marseille. Sachant que l'équipe de Reims, on était resté sur l'idée que Reims était, tu sais, l'année dernière, notamment une équipe très très forte défensivement, qui avait fait une très très bonne saison, hein, n'oublions pas. Et donc ce calendrier nous faisait un peu peur, quand même. Et notamment donc ces 5 adversaires. Si on s'attarde sur cette première phase qui est le début de saison Grona Forever, 5 premiers matchs. Le bilan, c'est, si j'inclus Reims, même si, même au moment où on les affronte, Reims est déjà dans une difficulté, mais il y avait comme le statut de l'année dernière, c'est une victoire, un nul et 3 défaites. Est-ce que tu es surpris du bilan en soi de ces 5 matchs? Avec le recul, maintenant que... Parce que je me souviens très bien de ce que j'avais dit en avant-saison. J'avais dit que si on arrive à avoir minimum 4 points, voire 6 points en prenant les 3 points des 2 matchs à domicile, ça serait un très bon début de saison. Et au final, je suis absolument pas loin de la vérité. Voire, j'ai même été trop optimiste dans mon pronostic parce qu'on n'en prend que 3. Et j'avais tablé sur 4 ou 6. Donc au final, si je dois faire un bilan
Niveau pronostic, je suis pas loin, mais au vu de la manière, finalement, on se dit qu'on a des regrets. Alors, la manière, c'est intéressant le mot de la manière parce que on peut penser la manière, c'est la façon dont on a peut-être joué qui a fait que. Mais il y a aussi, je pense qu'il faudrait ajouter un autre mot, Grenade Forever, c'est plutôt le mot circonstance. Voilà, les circonstances font que, avant Voilà. la saison, tu te dis que si tu prends 3 voire 6 points, c'est génial. Et la réalité du terrain fait qu'après ces matchs-là, tu te dis que le fait d'avoir pris seulement 3 points, au final, t'as un goût amer. Oui, alors, 3 points, tu dis plutôt 4 points si on inclut Marseille. Victoire de Reims, plus le match nul de Marseille. Ah oui, 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 oui. Effectivement, Oui, mais 4 points, pardon. Oui, 4 4 points. points. Oui. Mais, Je sais pas pourquoi je dis 3 points. mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est effectivement, il y a un truc important, c'est déjà le nombre de buts encaissés. Compte tenu des adversaires en face, c'est vrai que tu ne prends qu'un seul but de Monaco, tu ne prends qu'un seul but de Lille, tu ne prends qu'un seul but du Paris Saint-Germain, tu prends même qu'un seul but de Marseille. Euh, Quand on voit les performances de ces équipes-là, les performances offensives de ces équipes-là face à d'autres adversaires, notamment des adversaires de notre partie de championnat, on peut se dire qu'effectivement on est plutôt bien verni. C'est-à-dire qu'on est vraiment, voilà, on n'a pas pris des volets, c'est intéressant. Après, c'est vrai que là où je parle de circonstances, qu'on a faveur, c'est sur le fait que des personnes ont émis des regrets à l'issue de ces matchs-là, parce que par exemple contre Monaco, tu perds 1-0, mais tu joues quand même pendant près d'une mi-temps à 11 contre 10. Qui plus est, tu es à domicile et tu ne réussis pas à exister vraiment offensivement face à Monaco. Il faut bien retenir ça quand même. Donc tu ne réussis pas à... Et donc en fait, comme l'adversaire est en infériorité numérique, l'espoir qu'ils mettent un deuxième but est quand même très très faible, alors que Monaco était quand même déjà une armada assez garnie. Contre Lille, n'oublions pas, contre Lille, on aligne comme un système qui est défensif, avec 5 défenseurs, hein, dont 3 centraux, que l'objectif est effectivement de ne pas prendre de but, était même d'assurer un match nul, objectif non atteint en fin de match. Mais on va dire que l'adversaire était vraiment mis en difficulté par le fait que l'on soit à 5 derrière, donc l'opportunité de marquer des buts était quand même quasiment euh, pas évidente pour eux. Contre le Paris Saint-Germain, je rappelle, mais on est pendant de nombreuses minutes à 11 contre 10, quand même. Mmh. Et on finit même à 11 contre 9, et c'est là où on va se faire tout simplement détruire par. Je crois que c'est Draxler qui met le but, c'est ça? Draxler sur un contre insensé. Mais... C'est ça, donc tu vois, on va dire que les circonstances dans les matchs ont été plutôt favorables pour qu'on ne prenne pas de but et qu'au final on sorte avec l'idée de regret de ne pas avoir pris des fois plus que 0 point, tu vois. Après, le seul cas où effectivement ça commence à ne plus être une question de circonstances ou une question de ouais, on a eu de la chance, c'est finalement Reims, ça commence à quand même, parce que Reims, quand même, on a quand même le jeu, enfin on a la balle quand même la plupart du temps dans le match. Surtout contre Marseille, où là contre Marseille, on a regardé Marseille dans les yeux et on a vraiment, je dirais, bien mis à mal Marseille et on se fait égaliser là aussi en fin de match. Mais tu vois que cette première partie de cette phase aller, elle est marquée par des circonstances qui nous empêchent de prendre des gamelles, mais aussi la fin de cette première partie avec un jeu un petit peu plus intéressant qui d'ailleurs, Grenade Forever, va inaugurer, et ça c'est important de le dire, toute cette phase où on va affronter des équipes en fait qui sont quasiment de notre championnat. Je pense notamment, vous prenez les matchs à partir de Lorient inclus, vous descendez jusqu'à Brest au final. Vous avez que des équipes de votre championnat. Angers qui à l'époque je crois était pas encore dans le top 10, tu vois, était aussi inclus dedans, mais tu affronté Lorient, Angers, Saint-Etienne, Nîmes, Dijon, Nantes et Brest. Et donc ça c'était une période importante, cet enchaînement de matchs, parce que là tu enchaînais contre des concurrences vraiment directes, et quand tu vois après quelques semaines, après quelques mois de championnat, et notamment la fin de cette phase allée, tu te rends compte que ces adversaires-là sont quasiment tous, à part peut-être Angers,
sont des adversaires en fait que tu vas. Alors est-ce que j'ai. Oui, c'est ça, Angers, pardon. Que tu as dans ta partie de tableau en fait. Et le bilan, c'est que tu n'as perdu que contre un seul adversaire durant cette période faste. Ça, c'est clair. C'est la stat un peu qui est intéressante à souligner. C'est que le FC Metz a perdu contre un seul membre de la deuxième partie de tableau. C'est vrai. Ce qui était le péché mignon ces dernières années, de ne pas prendre et de se saborder souvent à la maison contre les équipes qui jouent le maintien. Les 2 années où on descend, c'est souvent dans ces matchs-là où on perd le maintien. Bah, cette année, ces matchs-là, on les a, à part contre Brest, qui du coup fait figure d'anomalie, cette défaite logique, mais du coup en anomalie avec tous ces autres résultats où Metz prend systématiquement des points, que ce soit par une victoire ou un match nul. C'est ça, oui, c'est que tu parles effectivement de Brest qui est un peu l'accident de parcours. C'est que je parle de cette période-là en fait qui se termine avec notamment Lyon qui redevient à nouveau un adversaire important que tu affrontes dans ta phase. Mais c'est que juste après Lyon, tu affrontes Strasbourg qui est un de tes concurrents dans cette partie de tableau dans laquelle tu es. Tu vas jouer aussi quelques jours après Lens, et puis après tu rencontres notamment Bordeaux et Nice qui là aussi sont ta partie de championnat et qui effectivement tout ça fait que tu ne perds comme tu dis que contre Brest qui est effectivement là où tu vas donner des points à l'adversaire et où tu ne progresses pas. Tandis que tous les autres matchs, soit on a pris des points sur l'adversaire et on a pu avancer, et eux ont dû stopper net, soit tu avances avec l'adversaire que tu as en face de toi en ne prenant qu'un point, lui aussi avance, mais en tout cas il ne prend pas de points d'avance sur toi. Et tu as raison, je pense que c'est là la clé en fait de ce début de saison, de cette première partie de saison, c'est le fait de ne pas avoir cédé de points dans la grande majorité aux équipes de ta partie de tableau. Et c'est clairement là où effectivement on est, on va dire, on est du bon côté à cause de ça en fait. Ou plutôt grâce à ça. Faut être, voilà. Et on leur demande, hein, ça passe par là, c'est gagner, prendre des points contre les équipes qui jouent entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais dans notre championnat. Et donc effectivement, voilà, vous aurez le calendrier avec tous les résultats, mais le bilan contre notamment les équipes de notre partie de tableau est plutôt très très bon. Maintenant, si on fait, tu sais, je pense un bilan sur l'aspect attaque-défense. Commençons, je veux bien, par ce qui est le plus piquant, à savoir le bilan offensif. Je rappelle que le FC Metz est l'heureux détenteur de 20 buts marqués cette saison, ok ? Ce qui le place, si j'ai bien pris toutes mes notes, à la 15e place, 15e attaque ex aequo avec Saint-Étienne et Bordeaux. Et Lorient aussi. Ah oui, Lorient, oui. 4 équipes à 20 buts marqués, donc effectivement un total qui est assez faible. Hein. Le 17e qui est Nantes est à 19, hein. Donc c'est un total qui est quand même assez faible. Offensivement, qu'est-ce qu'il y a à retenir Wakanda Forever de cette saison, de ce début de saison ? Parce qu'au final, on va en parler après, mais c'est que le système notamment que l'on a connu ces dernières semaines ont évidemment, je dirais, un impact important sur ta capacité à marquer des buts. Quoique l'on a vu notamment que contre Montpellier et contre Lens, on est capable de mettre plus qu'un seul but. Alors qu'on a un système défensif. Tu vois, donc c'est pas forcément... pas parce qu'on fait un système à 5 qu'on est forcément mauvais offensivement. Mais moi, ce qui m'intéresse, Grand Forever, c'est notamment toutes les fois où on a joué en grande majorité cette saison dans un système avec 4 défenseurs, donc 2 défenseurs centraux. À savoir, si je prends tous les matchs de la phase L et notamment avant le basculement vers ce nouveau système que l'on a connu à Strasbourg, on est un peu plus de la moitié des matchs de la saison réalisés dans un système à 4 défenseurs. Et quand tu prends le bilan offensif de ces matchs-là, c'est quand même, à pas mal de reprises, quand même des bilans qui sont, on va dire, très légers offensivement. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que Metz n'a pas été, je dirais, offensivement transcendant ? Et je dis ça surtout qu'on a Forever parce qu'on a vu qu'il y a des équipes de notre partie de tableau qui, elles, offensivement, se sont lâchées quand même depuis le début de saison. Je pense à Brest, par exemple, qui a marqué 30 buts cette saison, hein, qui est quelque chose comme la 6e attaque de Ligue 1. Lens, qui est la 8e attaque de Ligue 1 avec 28 buts. Ex aequo avec Strasbourg, qui a aussi marqué 28 buts. Même Reims a mis 27 buts. Reims,
qui est pourtant une équipe qui, offensivement, notamment la saison dernière, n'a pas été extraordinaire. Comment tu expliques que, alors que d'autres concurrents direct ont mis quand même pas mal de buts cette saison, nous on est un peu en retrait vis-à-vis de ce type d'équipe? Déjà, enfin, on va dire, il y a la solution évidemment la plus simple, c'est évidemment la blessure d'Ibrahima Niane. C'est qu'une partie du problème, mais c'est évidemment un problème majeur. On parle d'un mec qui a été meilleur buteur de Ligue 1 au moment où il se blesse avec 6 réalisations. Donc je vous laisse imaginer, il a quand même mis 6 buts sur les 20. C'est presque un tiers des buts du FC Metz, alors qu'il a joué que 6 matchs. Hein. Parce que quand il est là, les 3 matchs où il marque, on met 7 buts en 3 matchs. Hein. Bah oui, parce que finalement, les matchs où il est présent, c'est. 6 buts en 3 matchs, Ouais. pardon. Mais... 6 buts en 3 matchs, parce que c'est les 2 buts, il y a les 2 buts à Reims, le but qui ouvre le score contre Marseille, et il y a eu 3 buts contre. Et après, sans lui, dans ce système à 4, il n'y a qu'un seul match où nous mettons plus d'un but par match, c'est contre Saint-Etienne. Bah oui, et d'ailleurs, tu n'arrives plus à passer ce cap Donc, et à retrouver. T'as cette blessure d'Ibrahima Niane qui t'embête parce que t'avais un style de jeu, voilà, et une façon de jouer avec Ibrahima Niane que il a fallu évidemment tout repenser et c'était pas du tout prévu. Donc voilà, donc tu pars avec un Opa Nguet qui normalement partait titulaire en ailier gauche et tu vas chercher un Aaron Leia Iseka un peu venu de nulle part en prêt pour essayer de remplacer Ibrahima Niane. Donc il y a des automatismes à trouver. Pour Opa Nguet, il y a un style de jeu sous Frédéric Antonetti avec ses capacités physiques, mais c'est un poste quand même qu'il doit apprendre à apprivoiser. Donc pas facile pour lui. Même s'il a déjà connu plus jeune dans sa carrière, hein, ce poste d'avant-centre, hein, il l'a connu, mais c'est pas sous À Antonetti. ses En tout cas, il a débuts à pas joué. Valenciennes, mais Oui, c'est voilà. vraiment à ses débuts. Oui, mais il n'a pas sous Antonetti effectivement travaillé dans l'optique d'être avant-centre, effectivement. Hein. Donc tout ça, travailler un peu dans l'urgence, fait que ce problème d'automatisme, peut-être ce manque de complémentarité, font que à un moment donné, t'as du mal à te créer beaucoup de situations et à marquer des buts. Ça nous a pas porté préjudice parce qu'on en parlera dans une autre partie, mais parce que voilà, dans un autre domaine, on est tellement performant que on peut être une équipe qu'en marquant un seul but par match, tu peux dans 90% des cas avoir un résultat positif parce que d'un autre côté du terrain, on est performant, mais c'est sûr qu'offensivement, si de l'autre côté t'étais pas bon, ça serait très problématique par contre. Oui, c'est vrai que si t'es pas bon défensivement, on va y revenir après, mais c'est vrai que on invoque évidemment un constat, c'est presque un peu de l'impuissance entre guillemets de pouvoir marquer des buts, hein, voire des fois de pouvoir espérer en mettre un, qui fait qu'effectivement on a très vite compris qu'à un moment donné, on prenait toujours des buts mais on n'arrivait pas à en marquer, il a fallu changer les choses. Et effectivement, ça a beaucoup évolué par la suite. Offensivement, tu l'as très bien dit, c'est vrai que la blessure de Nian pose un gros problème, que derrière, les solutions de repli sont pas évidentes. Tu tentes avec les choses avec Enget. Moi, j'aimerais revenir sur une chose importante, c'est que, est-ce que tu es... Alors, on est déjà quand même surpris quand même de ce que fait Lamine Gueye, même si, en termes de réalisme pur, Lamine Gueye n'est pour l'instant pas encore, tu sais, à un niveau non plus extraordinaire, hein. Lamine Gueye, c'est vrai parce que quand on réfléchit bien, Lamine Gueye a marqué en tout et pour tout depuis le début de saison seulement qu'un seul but. Hein. Tu vois, même s'il a une grosse activité sur le terrain, si il va te tirer à peu près, il fait 3 tirs en moyenne par match, que sur les joueurs qui jouent beaucoup de minutes, en excluant notamment Nian, Lamine Gueye est le joueur qui tire le plus quasiment en moyenne par match. Tu vois? Donc, grosse activité, mais un rendement en termes de but qui n'est pas encore à la hauteur. Mais si on met de côté Lamine Gueye, dans l'ensemble qu'on a fait avoir, les joueurs de banc offensifs, déjà ceux qui aussi pouvaient un peu remplacer les joueurs absents ou alors les joueurs qui ont été déplacés de poste, les remplaçants offensifs ont quand même pas mal déçu cette saison, hein, enfin en ce début de saison. Hein. Ça, c'est quasiment tous, hein, de toute façon. La doublette, déjà, on va dire,
la solution, entre guillemets, numéro 2 en attaque, qui devait être au début de saison Thierry Ambrose, un score famélique de 0 but marqué. Ah oui. Aaron Leia Iseka, il a certes marqué 2 buts, mais c'est aucun but dans le jeu. De penalty. C'est 2 penalties, donc aucun but dans le jeu. Et Wagner Diaz, qui était censé être aussi une arme offensive, quand même quand on le recrute, assez importante quand il devait revenir de blessure, est aussi à 0 but marqué. Et ce sont les jeunes loups, derrière Niané évidemment, sans compter Opa Ndiaye, qui sont les meilleurs buteurs du club au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire Lamine Gueye et Papé Ndiagayad. Ouais, Et ça, c'était pas prévu en début de saison. bah, c'est vrai que tu as raison, il y a des gars, ils sont un peu ceux qui sauvent les choses. Alors, Je compte pas évidemment Farid Boulaya Voilà. et Opa Ndiaye, que je considère très importants et qui ont été décisifs mais eux, on s'attendait à ce qu'ils aient ce rendement-là. ouais. Et puis surtout, c'est que c'est pas des joueurs de Et pas des joueurs de rotation, banc. c'est pas des joueurs de banc qui sont propulsés vers l'avant et pour lesquels on attend quand même quelque chose parce que certains vont me dire il faut faire des fois fonctionner la concurrence. Bah ok, si on la fait fonctionner à un moment donné ou si les concurrents ont une opportunité de prendre les devants et de se montrer, bah ok, bah vous êtes sur le devant de la scène, vous devez vous montrer. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est les petits jeunes de 20 à 22 ans, Gay et Yad, qui réussissent à ouvrir leur compteur. Très souvent, des fois, en n'étant pas forcément titulaire. Hein. C'est vrai qu'un Yad, par exemple, s'est avéré être très menaçant, même quand il n'était pas titulaire, en fait, au final, tu vois. Il rentrait en jeu, il y avait un impact, on le sentait sur le terrain. Mais ouais, un Ambrose, Léa Iseka et Wagner. Alors, on a déjà fait plusieurs vidéos dessus dans les débriefs, hein, où on expliquait un peu les raisons qui potentiellement peuvent excuser, je dirais, le manque de performance des joueurs de banc. Euh, Aujourd'hui, le mec qui a pour moi le plus d'excuses justifiées peut être Wagner Diaz, parce que Wagner Diaz, lui, revient d'une blessure quand même importante qu'il a tenu éloigné des terrains pendant près d'un an, qu'il n'est pas retrouvé entièrement ses capacités. C'est quelque chose qui est dommageable, mais ça peut encore se comprendre. Là où c'est compliqué, c'est évidemment pour Thierry Ambrose, parce que Thierry Ambrose, c'est pas un nouveau club, hein, c'est quelqu'un qui l'a quand même depuis près d'un an et demi, hein, maintenant, hein, quand on prend en considération son prêt de la saison dernière. Et ouais, t'es à Leia Iseka. Et Leia Iseka, ce qui est embêtant, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience en Ligue 1. Je veux dire, il a quand même plus d'expérience cumulée en Ligue 1 que Lamine Gueye, Yad, voire même, je me demande s'il a peut-être plus d'expérience en Ligue 1 que Yann, quoi. C'est même sûr en vrai, je pense. Tu vois, genre, il a joué Leia Iseka. On parle de quelqu'un quand même qui accessoirement a joué près de 52 matchs, 50 matchs du côté de Toulouse quand il était là-bas. Il a joué 8 matchs, participé à 8 matchs quand il était à Marseille. On approche des 60 matchs de Ligue 1 auxquels il a participé. Et c'est les petits jeunes qui montrent plus, tu vois, d'implication, t'as l'impression. Et donc là, forcément, que le bilan un peu sur les attaquants comment dire, ouais, les remplaçants quoi, sont un petit peu compliqués. Heureusement, quand même aussi, il faut le signaler. Donc, tu parlais de Farid Boulaya. J'aimerais aussi signaler sur l'apport offensif, quand même, le rôle des latéraux. Parce que les latéraux défensifs Gona Forever ont quand même. Ils ont quand même joué un rôle aussi important offensivement. Parce que, ouais. Déjà, Fabien Santonze, évidemment, hein, on en parle très souvent. Hein, Fabien Santonze, l'apport qu'il peut avoir notamment sur les buts, les buts messins, le rôle qu'il peut jouer. Il y a eu aussi Mathieu Hudol qui a aussi eu son rôle à jouer quand il était sur le terrain. Malheureusement, il est blessé depuis quelques matchs. Et puis dernièrement, il y a quand même Thomas Delaine hein, qui, dans ce nouveau système, apporte aussi offensivement, des fois apporte même plus offensivement que les propres attaquants sur le terrain. Oh, c'est même pas des fois, c'est tout le temps. Hein. Bon, tout le temps, faut pas exagérer, mais en tout cas, si on se réfère notamment au match contre Bordeaux, si Delaine n'est pas là, c'est famélique, quoi. C'est, tu vois. Donc ouais, non, les latéraux
Heureusement qu'il y a des latéraux pour accompagner les actions offensives, hein, parce que, comme on l'a dit, hein, l'accompagnement des actions offensives, notamment de la part des milieux de terrain. Alors Boulaya est un joueur qui, comme vous le savez, est aussi bien devant que derrière, hein. Il a 3 poumons, c'est pas comment. Maïga, quand il a l'opportunité, le fait. Après, il y a la question, la question Victoria Angban et son apport offensif. Bah écoutez, voilà, hein. Je vais pas refaire l'histoire ici, mais c'est sûr que dans la contribution offensive, aujourd'hui, tu sens que ça se repose sur les mecs qui sont devant, qui essaient de s'illustrer, les latéraux qui essaient d'apporter le danger, et le reste, ben, on sent pas une osmose collective pour attaquer, quoi. Donc on est Non, un... mais c'est... Ouais. Tu voulais dire? Non, mais je disais, mais ça aussi, l'absence de Pajot se fait ressentir aussi à ce niveau-là, parce que le dernier match qu'il joue, c'est contre Saint-Etienne, et paradoxalement, c'est le match où on met 2 buts. Parce que à ce moment-là, c'est un mec qui est ce genre de mec qui arrivait aussi à te faire le lien entre la ligne du milieu et cette ligne d'attaque, et le fait de ne pas l'avoir eu depuis le match contre Saint-Etienne a aussi sa vérité dans le fait que Metz a aussi du mal à marquer parce que Bah, les milieux, tu te reposes sur des milieux qui n'ont pas le même apport offensif, quoi. voilà, donc les milieux Mhm. qui peuvent apporter offensivement ne sont pas là. C'est aussi des circonstances atténuantes à prendre en compte quand on fait ce bilan. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai envie de voir ce FC Metz au niveau offensif faire un vrai bilan quand cette équipe aura sur le terrain un Ibrahim Niane et un Vincent Pajot, les titulaires à leur poste. Là, on pourra peut-être avoir un ordre d'idée qu'est-ce que cette équipe a dans le ventre avec tout son potentiel offensif et au milieu de terrain. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, ouais, c'est vrai que tellement de blessés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on en parlera après l'aspect défensif, hein, sur la question des blessés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ton potentiel offensif, tu as du mal un peu à le juger avec toutes ces absences. Et donc, effectivement, tu l'as un peu dit à un moment donné, c'est vrai que notre attaque est plutôt déficiente, hein. Enfin, pas déficiente, mais en tout cas très très inconstante. Euh, Même si le système que l'on a mis en place depuis Strasbourg ne laisse pas forcément présager une très très grande, je dirais, tu vois, parade offensif, hein. Forcément qu'il nous reste notre défense. Et notre défense, Gona Forever, mine de rien, donc on l'a souvent vanté, beaucoup de monde l'a vanté, cette belle défense du FCMS, hein, parce que je rappelle que le FCMS est actuellement la 4e défense de Ligue 1, avec 18 buts encaissés, ce qui contribue au fait que notre différence de but soit d'ailleurs positif, hein, au vu de notre classement qui normalement ne permettrait pas une telle différence positive. Et donc Metz effectivement s'appuie sur sa défense. Qui, Gona Forever, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a 2 temps. C'est qu'il y a le temps du système à 4 défenseurs où là on est capable de montrer une solidité même en étant à 4. Et il y a aussi il y a la solidité du système à 5. D'abord la solidité du système à 4 qui est un peu étonnante, même si on peut penser que parce que ça dépendait aussi des adversaires qu'on a joué en face. Je rappelle quand même qu'entre dans l'utilisation du système à 4 défenseurs, il y a les rencontres concernées vont de Monaco, mais surtout de Reims jusqu'à la défaite de Lyon, où on est en système à 4 défenseurs. C'est vrai qu'on est quand même face à des équipes qui sont pas forcément des grandes, tu sais, des grandes armadas offensifs au moment où on les affronte, quoi. Donc la question est toujours la même. Est-ce que c'est les joueurs qui ont réussi à répondre présent, même si visuellement on a quand même senti comme des joueurs qui semblaient très sereins défensivement. Et d'ailleurs, tu l'avais très bien dit, je crois, après le match de Lorient. Quand c'est un laps de temps aussi long sur autant de matchs, qu'on se prend aussi peu de buts, c'est pas forcément que de la faute des adversaires, c'est qu'il y a un peu des deux. C'est à Saint-Etienne que tu m'avais dit aussi, je crois, que tu avais le sentiment que rien pouvait nous arriver Ah ben j'ai défensivement. ce sentiment que j'ai eu vraiment contre Lorient au match contre Nîmes où un peu moins contre Dijon, mais vraiment ces 4 matchs là même à Angers, hein, où malgré le but, tu as cette sensation que tu es assez serein et que même quand les autres attaquent, tu sens qu'il peut rien t'arriver en fait.
Oui, et d'autant qu'en plus, le but encaissé contre Lorient, c'est sur un coup de pied arrêté. Le but encaissé contre Angers, c'est un penalty. C'est-à-dire que même dans le jeu direct, les buts que tu vas prendre durant cette période où tu es à 4 défenseurs, au final, la plupart du temps, ce sont des buts qui sont même pas issus de jeu direct, mais qui sont issus de coups de pied arrêtés ou alors de balles arrêtées. Et j'oublie aussi, mais Nantes aussi, tu as un but marqué depuis une balle arrêtée, tu vois. Depuis une touche notamment. Voilà, c'est surtout le match contre Brest et contre Lyon où défensivement tu prends un peu l'eau et tu sentais que là vraiment sur chaque offensive des deux équipes tu prenais vague sur vague. Donc bon, après faut pas oublier aussi les circonstances du match hein, contre Brest. Tu prends l'eau mais voilà. Ton milieu de terrain c'est le premier match contre Brest où tu n'as ni Maïga, ni Pajot, ni Endoram. C'est Oui, aussi à prendre en compte, malheureusement, voilà, c'était jamais arrivé. Et contre Lyon, ben, en toute logique, tu exploses parce que tu joues finalement à Lyon qui, au final, est sur une forme incroyable. Et en plus, tu mets un joueur pas à son poste. Matar ça. Donc, tu as aussi une circonstance, entre guillemets, atténuante qui n'explique pas la performance. Mais voilà. Ouais, et ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que bizarrement, les absents qui, justement, voilà, montraient un peu notre fébrilité défensive, hein, parce qu'avoir autant de joueurs qui n'étaient pas présents au milieu de terrain avait un impact sur cette solidité défensive, hein, que l'on a déjà commencé à se sentir un peu effrité lors des matchs de Dijon et Nantes. Hein. C'est-à-dire que, notamment les premières mi-temps de ces deux matchs, ça commençait un peu à s'effriter. Brest, ça a été ce qui nous a aussi un peu remis en place. Lyon aussi. Et c'est vrai que d'ailleurs, tu passes en système à 5 défenseurs à partir de Strasbourg, système que tu ne vas plus lâcher, en fait, jusqu'à dernièrement le match nul contre Nice, et où tu vas réussir durant ce laps de temps de 6 matchs, tu vas encaisser 4 buts seulement en 6 matchs. Là où les 3 matchs précédents, tu vas en prendre là aussi 6, mais on sent que vraiment la direction elle est faite sur ok, on se met sur la défense. Aujourd'hui, on a des absents offensifs, on a les absents du milieu de terrain. Les milieux de terrain contributeurs au jeu offensif ne sont pas là. On va miser sur la défense. Et le bilan défensif Grenade Forever depuis le match de Strasbourg. Encore une fois, à Strasbourg, faut pas oublier qu'on prend un but sur coup de pied arrêté aussi. Hein, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'il est en grande partie positif. Et donc, ouais, tu essaies de t'appuyer sur ça pour la suite. Après, la question qui se pose, Grenade Forever, c'est que défensivement parlant, on ne sait pas aujourd'hui si dans les prochaines semaines, avec le retour d'Endoram que l'on espère, le retour de certains milieux de terrain comme Pajot, d'accord, le retour aussi de Mathieu Hudol, est-ce que on va repasser dans un système à 4 défenseurs ou pas? Et donc, est-ce que notre solidité apparente défensive depuis le match de Strasbourg fait que on va la garder? Même si on repasse dans un système à 4, c'est un peu ça la grande énigme en fait. Ça, c'est la grande question que le staff va devoir se pencher assez rapidement. D'autant que qu'on est prêt à sacrifier. Exactement. Ce que je vais dire, vas-y, je sais ça mieux. Il y a du pour et du contre dans chaque système. Hein. Dans un système à 5, on sacrifie l'apport offensif d'un Thomas Delaine ainsi que un des 3 centraux. Et difficile de choisir lequel au jour d'aujourd'hui, devoir dire tu vas sur le banc. D'un autre côté, voilà, si on repasse à 4, ça veut dire qu'on récupère un Vincent Pajot qui est primordial dans l'entrejeu messin. Tu récupères Mathieu Hudol, du coup, dans un système à 4, va t'apporter une stabilité défensive. Donc, après, à voir ce que le pour et le contre dans les deux systèmes, ce que le staff veut faire. Mais il y a aussi, je pense, la blessure d'Endoram qui sera pour moi l'équation importante parce que si Endoram n'est pas là, avoir un système à 5 avec Pajot et Maïga, ça a du sens. Si Endoram est rétabli, par contre là, j'ai du mal à imaginer Frédéric Antonetti, quand Endoram sera à 100%, ne pas avoir réenvie
de voir son milieu qui a très bien fonctionné, enfin, sous Vincent Ognon, mais vous m'avez compris, chapeauté par Frédéric Antonetti en 2020. D'autant que ça passerait aussi par le sacrifice, on ne dit pas, de Victor Angban, hein, qui a l'air quand même Voilà. d'avoir les faveurs. Alors, on peut le défendre ou pas le défendre. Hein, comme j'aime bien le dire, Angban est un bon joueur, mais pas forcément un bon joueur là où il devrait être un bon joueur. Voilà. Mais c'est vrai que ça va peut-être passer par des sacrifices. Est-ce qu'ils feront ces sacrifices? Tu as raison de poser la question. Et en tout cas, les prochaines semaines, En tout cas, c'est un choix de riche. c'est un choix de riche qui va se poser effectivement durant les prochaines semaines. Je pense qu'on a fini maintenant de parler de la défense. J'aimerais que l'on fasse, tu sais, rapidement un point de vue, un petit bilan individuel en évoquant. Donc là, ça va être assez marrant. Et donc, je vous invite, ceux qui écoutaient, à mettre en commentaire un peu quelles sont notamment vos 3 déceptions de ce début de saison et quelles sont vos 3 satisfactions de ce début de saison. Et donc justement, on va essayer un peu de donner un peu chacun nos 3 satisfactions, nos 3 déceptions, et essayer un peu de parler de cela. J'aimerais te laisser commencer, Grenat Forever, si je te demande de me trouver 3 déceptions dans ce début de saison. Première déception, enfin, déception. Oui, Thierry Ambrose. Il avait un statut en début de saison où il est considéré comme étant le numéro 2 Derrière. derrière Ibrahima Niane. Bon, après, chose étant que on lui met dans les pattes un Ronley Iseka et on lui privilégie un Opa Nguet. Ça, c'est vrai que c'est pas cool, mais bon, je me dis que c'est peut-être aussi de sa faute. Est-ce qu'il n'a pas fait les efforts pour à l'entraînement pour éviter justement à ce que le club se retourne sur un Aaron Leia Iseka et ait envie de mettre un Opa Nguet? Je pense que les torts sont un peu partagés à ce sujet-là. Et malheureusement, on voit que quand Antonetti décide de lui faire confiance, que ça soit en le mettant titulaire ou en le faisant rentrer en jeu, il n'apporte rien. Le deuxième, Aaron Leia Iseka quand même. Logiquement, du coup, un peu pareil que pour Ambrose, hein, on le recrute. Voilà, Philippe Gaillot dit que c'est une opportunité un peu, voilà, pour le relancer. C'est en prêt, donc entre guillemets, on risque pas grand-chose. Le mec qui est quand même censé être un attaquant d'expérience, même s'il est assez limité, mais voilà, il vient pour se relancer après une saison cauchemardesque à Toulouse. C'est un vrai numéro 9. Et malheureusement, on voit que dans ce système-là, c'est pareil, il apporte pas grand-chose. Il a du mal à faire son nid, il ne fait même pas les efforts. Je veux bien qu'il soit illimité, mais ne pas faire les efforts, moi, ça m'enquiquine un peu. Ambrose, j'ai l'impression qu'il fait même plus d'efforts physiques que lui, même, hein, dans ses rentrées. Donc je trouve ça dommage, et surtout en période où là maintenant il a l'occasion de se montrer, surtout qu'Opa Nguet est blessé. Et malheureusement, il fait pas oublier Ibrahima Niane. Et on est en train de se dire que c'est une erreur de casting. Plus la saison avance, plus on se dit que c'est une erreur de casting. Le troisième, c'est compliqué. Je vais rester sur un joueur offensif. Je vais quand même mettre Wagner. Même s'il a beau. Je mets des guillemets parce que déjà sa saison commence au mois de septembre. Au mois d'octobre, pardon, le 25 octobre. Je crois qu'il rentre contre Saint-Etienne, c'est sa première entrée en jeu. Mais en fait, je sais pas si c'était le fait qu'on attendait tellement de lui à son retour de blessure qui fait que forcément on voit qu'il est pas prêt, du coup on est déçu. Ouais, en tout cas, on va dire qu'on fait un retour vers la réalité, quoi. Physiquement, je comprends qu'il soit pas au top, ça, on est tous d'accord là-dessus, revenir d'une blessure comme ça. Il lui faut du temps, mais il rentre en jeu quand même assez régulièrement et à chaque fois tu as l'impression qu'il ne fait même plus de différence par rapport à des défenseurs en face qui sont physiquement beaucoup plus entre guillemets compliqués que lui, quoi. Mais je m'attendais à mieux, et lui aussi je pense qu'il s'attendait à mieux, hein, parce que il le dit, il pense avoir récupéré la pleine capacité de ses moyens, mais j'en suis pas si sûr. Rapidement, alors je vais pas dire plus de choses, mais je vais reprendre tes arguments sur Ambrose et sur Leia Iseka. C'est-à-dire que je suis d'accord pour dire qu'effectivement on est sur des déceptions dans ce début de saison. Je vais donc rajouter un troisième nom. Je vais parler un peu de Warren Chipembe. Parce que Warren Chipembe, mine de rien, je suis un petit peu déçu. Alors, le truc qu'il y a, c'est que Chipembe, j'essaie encore de comprendre un peu les raisons qui font que.
C'est sûr que j'ai malheureusement une mauvaise, comment dire, une mauvaise dernière pensée par rapport à lui parce que notamment sa fameuse rentrée. Alors, on parle bien sûr de la rentrée contre Lyon qui n'a pas été extraordinaire. Tu sais, on le voit notamment se faire prendre de vitesse dans les accélérations, tu sais, la contre-attaque menée par Lyon où il se fait prendre de vitesse, où le mec, je crois que c'est un mec de Lyon qui passe devant lui carrément, tu sais, dans la course. Enfin, en tout cas, on n'a pas senti à ce moment-là qu'il était vraiment positif dans le jeu. Et tu en as d'autres rentrées, c'est que là, dernièrement, tu as Bordeaux aussi, la rentrée contre Bordeaux, qui n'a pas été, non plus extraordinaire. Moi, je suis un peu déçu parce que je voyais le potentiel offensif du joueur, tu sais, à 3. Je rappelle qu'on a fait une vidéo sur son arrivée, on a notamment validé, tu sais, ses statistiques, notamment, tu sais, son jeu vers l'avant, notamment ses passes ses passes réalisées, tu sais, dans la surface de réparation adverse, où il était vraiment assez important dans le jeu offensif. Mais là, par contre, on a trouvé un Kipembe assez timide dans le jeu offensif. Du coup, quand Pajot et Maïga sont plus là, que tu as un milieu avec Fofana, Angban et Kipembe, tu t'attends du coup à ce que lui, qui est censé être le milieu le plus technique, t'apporte un peu plus. Et ouais, pas assez. Alors que moi, je le voyais très très bien comme étant l'un des, tu sais, l'un des premiers milieux de terrain à remplacer éventuellement un Angban qui n'était pas là, ou même un Pajot. Tu sais, moi, je le voyais comme le remplaçant de Pajot quand Pajot sortirait, tu vois. Quand à l'époque, on voyait Pajot comme étant un milieu un peu plus à dimension offensive. Bah non, finalement, aujourd'hui, en plus, le changement de système ne va pas l'aider. Mais clairement, là, aujourd'hui, il n'a pas encore donné satisfaction. Alors, il est nouveau en Ligue 1, on rappelle, hein, il était en Ligue 2 la saison dernière. Mais pour l'instant, c'est une petite déception, en espérant que ça aille beaucoup mieux pour lui dans les semaines à venir. On va aller maintenant, pour terminer en beauté, sur les satisfactions. Donne-moi 3 satisfactions. Oh, bah là, les 3 vont être vite dit. Hein. Le premier, je pense que c'est peut-être le meilleur Messin sur la première partie de saison. C'est Monsieur Farid Boulaya, évidemment. Inattendu, certains diront. Inattendu, joueur tellement critiqué par le passé, joueur que moi j'ai toujours aidé et que j'ai toujours supporté même pendant ces périodes difficiles, d'où le fait que j'ai son maillot même quand il était en Ligue 2. J'ai toujours cru en lui. Comme je te disais hier en off, j'avais mis un statut il y a un an comme quoi, malgré les critiques, le vent allait finir par tourner par lui et qu'il allait prendre une dimension et qu'on verrait ça plus tard. C'est ce qui s'est passé. Il y a un FCMS avec Farid Boulaya et un FCMS sans Farid Boulaya. C'est le maître à jouer, le dépositaire du jeu messin. Quand il est là, toutes les actions, même dans des matchs où, comme on a dit tout à l'heure, offensivement, c'est compliqué, il arrive à te gratter par des coups de pied arrêtés ou lui, par ses gestes techniques, ses machins, il arrive toujours à faire que Metz arrive à se créer des situations. C'est en grande partie grâce à lui. Et il est décisif. Quel est ton deuxième choix, Grenade Forever? Oh bah pour moi, il n'y a pas photo non plus, Monsieur Alexandre Oukidja. Mérité. Je vais pas en faire des caisses parce qu'on en a déjà longuement parlé l'année dernière. Il fait partie, je pense, aujourd'hui du top 10 des gardiens de Ligue 1, voire comme je t'avais dit, de peut-être des 6-7 meilleurs gardiens. On peut lui reprocher son jeu au pied qui est perfectible, évidemment, ça tout le monde le sait, mais où on voit qu'il y a quand même de l'amélioration déjà depuis 3-4 matchs. S'il continue à améliorer ça, qui est pour moi le seul défaut dans son jeu et qui garde toujours cette capacité où sur la ligne il est très fort et surtout ce pourcentage d'arrêt quand en 1 contre 1 et dans les airs, c'est un gardien magnifique. Il te fait gagner des points quand dans des matchs où tu ne peux pas gagner, bah lui est là. En plus de la défense, c'est lui le dernier rempart et il fait à chaque fois du super boulot. Pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens qu'on ait eu à Metz depuis. Attention à ce que tu vas dire. Je dirais pas de nom, mais depuis belle lurette, parce qu'il y en a aucun pour qu'aucun me saute aux yeux, c'est que lui vraiment fait. Les autres font pas le figuration face à lui. Non, on va dire qu'il y a eu la. Ouais. Depuis peut-être le prime Johan Carasso, peut-être. Ouais. Et encore, je suis pas sûr que Carasso à son prime était meilleur que ce qu'on voit là d'Oukidja. Et ton troisième choix, qui est-il? Ah ben, j'ai hésité, mais ça sera Kiki Kouyaté, même si l'échantillon est pas forcément
Énorme, étant donné le peu de matchs titulaires. J'aurais pu mettre un autre mec de la charnière. J'ai préféré privilégier Kouyaté parce que c'est pour moi la plus belle surprise du FC Metz sur cette première partie de saison. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, j'ai pas envie de dire de conneries, 6 matchs qu'il est titulaire avec le club. Bah, il a participé, alors j'ai noté, à 10 matchs cette saison en Il a Ligue été 1. titulaire à Nîmes parce que je crois que John Boy était suspendu. Il est titulaire à Nîmes, il est titulaire après contre Strasbourg, et puis après Montpellier, Lens, Rennes. En fait, en gros, il y a eu cette titularisation contre Nîmes. Il est rentré pendant quelques buts, mais très rapidement contre Angers. Mais sinon, sa vraie période de titularisation, c'est en fait depuis la réorganisation tactique un peu obligée du fait des absents contre Strasbourg. Hein. À Nîmes, on a senti déjà, on s'était dit punaise, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre, surtout sur la deuxième mi-temps, où si vous vous souvenez, on est à 10 contre 11 et du coup Nîmes s'évertue à nous mettre des ribambelles de centre dans la surface et Kouyaté a tout remis de la tête. On s'était dit punaise, c'est quoi ce monstre, cette tour de contrôle là qui te sort tout. Donc on était même un peu dégoûté de ne pas le voir titulaire, mais normal, John Boy reprenait sa place. Et à partir du changement tactique à Strasbourg, où Boy est de nouveau suspendu, là, tu te dis, bon sang, c'est plus possible de le sortir. Le mec est impérial dans le domaine aérien, c'est une vraie tour de contrôle. Il est impérial. Il est bon assez bon dans les duels sur l'homme. Très physique en plus sur l'homme. Il n'hésite pas à aller au mastic, lui. Et les autres matchs, c'est pareil. Il a été impérial dans tous les duels qu'il a eu à jouer. En plus, pas contre des merdes, hein, contre les Andy Delors, les machins. C'est lui qui était là en dernier rempart et qui laissait justement les autres centraux aller au marquage pour lui justement couper derrière. Il a été impeccable. Alors moi de mon côté, si je dois dire 3 satisfactions, donc très rapidement, je te suis sur Boulaya et Okidja pour les raisons que tu as invoquées. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter euh, vis-à-vis de ces choix-là. Un troisième choix, alors j'ai une hésitation parce que j'ai envie de signaler quand même que Lamine Gueye, sans lui, je rappelle quand même qu'à la Moi, base, c'est une belle surprise aussi. il devait pas jouer à Metz cette saison, hein, je rappelle, il devait jouer du côté du Paris FC. Il fait un très très bon, on va dire, c'est très très encourageant son début de carrière en Ligue 1. Hein. Je rappelle que le monsieur la saison dernière jouait comme en national, hein, donc ne l'oublions pas. Non, c'est très encourageant. J'aimerais quand même mettre en troisième parce que son absence quand il n'est pas là, ça montre bien quand même que c'est pas la même chose. Ça reste Opa-Gate. Parce que Opa-Gate, mine de rien, alors il est à 3 buts, une passe D cette saison, mais alors on le disait, s'il y a bien un joueur qui va peut-être essayer de pouvoir, tu sais, remplacer Nian par rapport à ses qualités physiques, ça va peut-être être Opa-Gate. Et finalement, pour moi, il a plutôt assuré dans le rôle. Alors c'est vrai qu'il y a une chose importante, c'est que Edgate fait beaucoup de travail, notamment en termes de travail de pressing, parce que le mec, il est dévoué à la tâche. Et non, j'ai envie de dire que Edgate, vraiment là, on le voit là, tu sais, pendant que là, les 2 matchs où il n'est pas là, ça se ressent tellement. Hein. Il est tellement important. Et puis surtout, j'ai envie de le récompenser parce que mine de rien, devoir assurer la relève de Nian blessé pendant de très nombreux mois, c'est clairement pas simple. Que beaucoup voulaient recruter des joueurs pour entre guillemets que N'Gate ne soit pas titulaire. Non, je vais mettre N'Gate. Hein. Troisième choix. On a fait enfin le tour, je dirais, Grenade Forever de ce bilan de première partie de saison. Plus d'1 heure de discussion. Merci et vraiment bravo à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hein. Vous êtes incroyables. Donc voilà, on a fait un peu le tour. On se retrouvera bien sûr pour la deuxième partie de ce bilan de la saison, à savoir à la fin de la saison, hein, le bilan complet, où là on pourra mettre en relation nos propos actuels avec ce qui s'est passé dans 6 mois. Et voilà, comme ça on se donnera rendez-vous dans quelques mois pour la fin du championnat, pour le grand bilan de cette saison. Grenade Forever, merci beaucoup d'avoir participé à ce long bilan de la phase aller. Merci à toi, hein, comme toujours. Et pour les autres, comme je l'ai dit, dans les commentaires, vous pouvez mettre un peu quelles sont vos déceptions, vos satisfactions durant cette saison, votre impression générale de la phase aller
de cette saison 2020-2021 pour le FCMS. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour nous soutenir dans le développement de cette chaîne. Et on se retrouvera très prochainement pour notamment le début de la phase retour, avec un match pas simple du côté de Lyon, hein, match très 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 compliqué. Et donc on en parlera en détail, notamment dans un avant-match qui sortira le matin de la rencontre. On vous laisse, portez-vous bien, protégez les autres avec les masques, hein, comme d'habitude, hein, et allez le FCMS.